Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Ça va Judith Ça va et vous? Oui, ça y est, on commence à prendre nos habitudes. Ça va, oui, comme un vieux couple. Oui, c'est ça, enfin, moi je me sens plutôt jeune, voilà, mais bon. Alors, nous avons en plus ce soir trois vraies voix particulièrement remontées. Tout à fait. Et ça va être un bon moment. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse les présenter déjà. Oui, alors je vais rappeler quand même à nos auditeurs que s'ils ont envie de participer, d'être la vraie voix de Sud Radio du jour et de jouer à tout à l'heure, attention, face à l'une de nos vraies voix à 17h50, il faut appeler Aude au standard évidemment, 0800 26 300 300, vous n'hésitez pas. Ouais, elle répond en plus toujours sympathiquement. Voilà, on l'adore Aude. Si vous avez envie de lui parler, elle aussi, elle est toute ouverte pour vous entendre. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, pour vous, nos vraies voix de Sud Radio, nous avons arrêté de rigoler. Alors Philippe Bilger, évidemment. Président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. On a aussi Catherine Evrard. Oui. Voilà. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine, vous êtes présidente du cabinet de chasseurs de tête CO Consultant. Absolument. Très bien. Vous vous rapprocherez bien le micro, Catherine, parce que vous avez une voix tellement plaisante qu'il ne faut pas s'en priver. Ça commence mal. Ça commence mal. Michael Sadoun est avec nous. Michael Sadoun, qui est chroniqueur et consultant. Bonjour Michael Sadoun. Alors, chers auditeurs, n'oubliez pas aussi à 17h30 notre grand débat. On vous rappelle la question du jour qu'on vous pose d'ores et déjà sur Twitter où vous pouvez aller voter. Oui, ça fait déjà débat partout dans les couloirs de Sud Radio. A priori, oui. Alors, vous avez tous entendu l'artiste Isia Higelin qui a fait un appel au lynchage d'Emmanuel Macron. Alors, la question qu'on vous pose tout bêtement, c'est: faut-il interdire les spectacles d'artistes qui appellent à la violence? Alors évidemment, vous pouvez aussi nous appeler au 0800 26 300 300. Juste pour l'info, quand même, il y en a eu pas mal des spectacles d'artistes interdits. On va parler d'NTM, d'Orelsan, de Gainsbourg, etc. Frédéric. Oui. Bon, 18h30, ce sera le coup de projecteur des vraies voix. Et évidemment, nous nous intéresserons à ce sujet qui est au centre de toutes nos préoccupations, le pouvoir d'achat, l'inflation. Une enquête de l'INSEE est venue aussi redonner quelques repères. Nous vous posons la question et vous intervenez, vous donnez votre avis sur le compte Twitter de Sud Radio. Dans quel domaine les prix vous semblent-ils le plus exagérés? Est-ce que c'est dans le domaine du logement au sens large, dans le domaine des transports, dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'alimentation? Nous avons pris ces 4 mesures puisque ce sont les 4 plus grosses dépenses de nous, ménages, vous, nous, les auditeurs, etc. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts, nous pouvons y aller. Voilà, et puis évidemment, vous pouvez parler vrai, je vous l'ai dit, sur Sud Radio, vous le savez, on attend vos réactions. Vous allez voter sur Twitter, comme vient de vous dire Frédéric, ou nous appeler au 0800 26 300 300. Alors, notre auditeur aujourd'hui, voilà, c'est Laurent qui nous appelle de Valence dans la Drôme. Bonjour Laurent. Bonjour. Oui, ça surprend toujours Valence dans la Drôme. Je pense aux jeunes, quand ils font un petit peu, ils sont contents de dire c'est en Espagne. Non, nous avons aussi un beau Valence dans la Drôme. Eh oui, c'est ça. Un petit peu d'orage ou pas? Pas pour l'instant. Bon, parce que nous, on a été épargnés aussi, là où on est. Alors, justement, Laurent, de quoi... C'est-à-dire où on est, on ne sait pas où on est. D'accord. Voilà. Laurent, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter aujourd'hui? On vous écoute. Qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter? Elle vous piège. Bon, écoutez, déjà sur les 2 questions. Vous en pensez quoi? Il faut interdire les concerts quand les artistes appellent à la violence? Juste une petite réponse comme ça. Alors, moi, je dirais oui, parce que pour moi, je ne vais pas à un concert. Je ne vais pas voir un artiste pour qu'il appelle à la violence. Bon, donc ça, vous lancez le débat. C'est la première tendance. Et il y a Catherine Evrard déjà qui est un peu de votre côté. De la tête. Et la deuxième question qu'on vous pose. La deuxième question, sur le pouvoir d'achat, l'inflation et puis l'enquête de l'INSEE qui est sortie. Dans quel domaine les prix vous semble-t-il le plus exagéré, Laurent? Est-ce que c'est le logement, les transports, la santé ou l'alimentation? Alors, je vais contredire tout le monde, c'est tout. Oui, mais ça, mais c'est ça qui est drôle, si vous voulez, Laurent, c'est qu'on est tous tentés de dire tout, mais s'il y avait à choisir.
Alors, s'il y avait à choisir, le dépense le plus cher, moi je dirais que c'est le logement. Oui, le logement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pas moi. S'il y avait à choisir. Catherine, on vous Catherine écoute. n'est pas d'accord, vous diriez quoi, vous, Catherine? Non, parce qu'il y a quand même les prix bloqués sur tout ce qui est loyer. Non, mais attention, est-ce qu'on parle du logement cher ou est-ce qu'on parle de l'inflation? Voilà. C'est pas le même Et puis sujet. surtout, on rentre pas dans le débat. Philippe, vous diriez quoi? Juste un mot, juste moi, un mot. l'alimentation. Ouais, parce qu'en plus, vous mangez beaucoup. Je ne fais pas les cours. Moi, j'aurais dit l'alimentation. Je dirais aussi l'alimentation, et je crois qu'objectivement, c'est l'inflation la plus élevée. Mais ce sont des questions extrêmement techniques. Bon, le débat est lancé en tout cas, et surtout Laurent de Valence, vous restez avec nous parce que on va vous solliciter toutes les missions. Je vais vous reposer des questions pièges, attention. On y va? Place Allez, au c'est procureur. parti. Allez. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Philippe Bilger, vous voulez requérir contre les députés qui, à l'Assemblée nationale, ne se sont pas levés lors de l'hommage rendu par le ministre de l'Intérieur aux policiers morts. Stupéfaction et indignation, dites-vous. Oui, alors stupéfaction, parce que bien sûr, Gérald Darmanin a voulu rendre hommage hier aux policiers qui étaient morts, et il l'a fait d'une manière très solennelle. Et indignation, parce que, évidemment, alors qu'on espérait que tout le monde, dans une sorte d'union de compassion, se lèverait, il y a des députés, notamment la France Insoumise, qui ne sont pas levés. Alors, Louis Boyard, pour être franc, ça ne m'a pas gêné du tout, dans la mesure de lui, je n'attendais rien de digne. Je savais qu'il resterait assis. En revanche, j'ai été un peu déçu par quelqu'un que j'ai toujours considéré comme un républicain, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est un ancien professeur d'histoire, Alexis Corbière. J'ai été très étonné tout de même qu'il ne se lève pas. Heureusement, sa compagne Raquel Garrido n'a pas suivi le même chemin. Elle s'est levée. Ça ne va pas créer, j'en suis persuadé, de dissension dans le couple, mais tout de même, c'est choquant que pour une occasion aussi solennelle et qui devrait créer l'union, eh bien, il y a eu des dissidents. Catherine Evrard, une occasion aussi solennelle, justement, ratée. Qu'est-ce que vous en pensez de la part de nos députés LFI? Moi, de toute façon, comme je ne suis pas un perdreau de l'année, tout me choque en ce moment. J'adore la France, j'adore les gens. Je suis choqué par tout ce qui se passe. Donc, que des gens ne se lèvent pas pour un agent, alors que dans la rue, il y a des émeutes pour parfois des petits jeunes un peu indélicats et un peu voyous, moi, ça me choque forcément. Je ne peux pas vous en dire plus. Et vous, Mickaël Sadoun? Moi, d'abord, je constate que c'est la France Insoumise qui a décidé de ne pas se lever. C'est pas toute la NUPES, donc preuve qu'il y a quand même des différences au sein de la gauche et je pense que cette union de la NUPES est artificielle et qu'elle ne va pas durer dans le temps. Ça, c'est une analyse politique. Déjà pour les prochaines européennes, ça en prend le chemin. Exactement. L'autre chose, c'est que ce qui m'a intéressé, c'est la réponse de Sandrine Rousseau à cet hommage, qui a demandé à ce que les députés se lèvent en hommage aux victimes de violences policières. Et là, elle s'est trompée, parce qu'elle a cité des exemples qui n'avaient rien à voir avec les violences policières. L'exemple d'Adama Traoré, c'est un accident qui est venu après une interpellation. Absolument. L'exemple de Ziad Ebouna, exactement pareil. Donc, il y a une impertinence sur ce sujet-là et une totale déconnexion vis-à-vis des faits. Voilà. Catherine Evrard, on a l'impression qu'on joue sur les morts, c'est terrible. Oui, moi je trouve ça terrible. Non, mais en plus, on fomente la haine. Dès qu'on commence à monter les gens les uns contre les autres, non, mais c'est affolant maintenant. Il y a je ne sais pas combien d'agents qui se font tuer en permanence, on n'en parle jamais, et puis dès qu'il y a un petit fait, enfin petit, qui est très grave, tout le monde, c'est l'émeute. Moi, je trouve pas ça. Comme l'a dit Mickaël, Sandrine Rousseau aurait pu être intelligente et sensible. Au fond, elle aurait pu se lever, rendre hommage aux policiers morts et dire par ailleurs, après, il y a aussi des vraies victimes de violences illégitimes de la part des policiers. En effet, pas celle-là, Mickaël. Vous avez totalement raison. Et sauf qu'elle les oppose, en fait, c'est ça. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et c'est bien tout le problème, a priori, de la France Insoumise en général, Philippe Bilger. Absolument, mais je crois en plus qu'il y avait quelques écolos, Mickaël, dans ceux qui ne se sont pas levés. Oui. Alors qu'en général, ils sont plus doux et plus pacifiques. Mais les radicaux et le PS ne se sont pas levés. Absolument. Enfin, se sont levés, pardon.
Merci pour ce réquisitoire, Philippe Bilger. Dans un instant, nous allons retrouver Félix Mathieu qui justement a ratissé l'actualité pour, en quelques clics, nous donner les mots forts. Les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, puis à 17h30, votre grand débat. On vous pose la question sur Twitter. N'hésitez pas à aller voter, chers auditeurs. Isia Higelin qui a fait un appel au lynchage d'Emmanuel Macron sur scène. Faut-il interdire les spectacles d'artistes qui appellent à la violence? Et n'hésitez pas à voter, puis surtout à nous appeler au 0826 300 300. On vous attend. À tout de suite dans les vraies voix de Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Nous sommes avec vous tout à l'heure. Nous aurons bien sûr notre grand débat, 17h30. Vous n'hésitez pas à donner votre avis sur le compte Twitter de Sud Radio. Faut-il interdire les concerts des artistes qui prônent la violence? Vous pouvez intervenir aussi au 0826 300 300. Mais tout de suite, Judith. Oui, tout de suite, c'est les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu: mobilisation, réunion et écosystème. Mobilisation pour sécuriser la fête nationale. 130 000 policiers et gendarmes mobilisés dès demain pour les soirées des 13 et 14 juillet. Une réunion utile, disent les syndicats, plutôt satisfaits à la sortie de leur rendez-vous avec Elisabeth Borne à Matignon. Après l'épisode retraite, ils venaient jeter les bases des futures négociations à la rentrée sur le pacte de la vie au travail. Et puis, un revers pour la droite européenne. Le Parlement de Bruxelles adopte le projet de restauration des écosystèmes qu'elle avait farouchement combattu au nom de l'activité économique. Les vraies voix Sud Radio. Il va y avoir des couleurs plein le ciel et du bleu plein les rues un 14 juillet sous haute surveillance après les scènes d'émeutes suite à l'affaire Naël. Les bus, les tramways s'arrêteront plus tôt dans tout le pays demain et après-demain. Vente de mortiers d'artifice interdite, sauf pour les professionnels. Des policiers et gendarmes très mobilisés, indique le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Nous avons décidé de la mise en place d'un dispositif exceptionnel puisqu'il s'appuiera pour les 13 et 14 juillet sur 130 000 policiers et gendarmes agents du ministère de l'Intérieur, dont 45 000 chaque soir, spécialement équipés et organisés pour procéder à la lutte contre les violences urbaines, selon les mêmes modus operandi que pendant les 4 jours d'émeute, c'est-à-dire que nous mobiliserons le RAID, le GIGN, la BRI, les hélicoptères de la gendarmerie nationale qui voleront dès le 13 juillet, bien sûr les drones qui nous permettent, comme on l'a montré pendant les émeutes, d'intervenir plus rapidement. Et j'ai également demandé à la Première ministre l'utilisation des véhicules blindés, comme nous l'avons fait, l'autorisation qu'elle m'a donnée et qui permettra donc de prépositionner les véhicules de la gendarmerie dans les villes qui sont apparemment les plus touchées. Des municipalités comme Roubaix ou Montargis ont même annulé leur feu d'artifice cette année par sécurité. Autre annonce liée à ce 14 juillet, il n'y aura pas d'interview ni d'allocution du président Macron. Le chef de l'État avait déjà rompu avec cette tradition après son élection, sauf exceptionnellement en 2020 pour le Covid ou en 2022 pour la guerre en Ukraine. Cette année, il était censé tirer le bilan de ces 100 jours d'apaisement annoncés en mars à l'occasion du 14 juillet. Mais il faut croire que les velléités d'apaisement se sont fait percuter par l'actu de ces dernières semaines. En tout cas, la prise de parole du président Macron est repoussée de quelques jours. Deuxième mot, réunion avec des syndicats plutôt satisfaits dans la cour de Matignon. Et il venait y parler avec Elisabeth Borne de la rentrée sociale. Objectif, jeter les bases du futur pacte de la vie au travail annoncé par Emmanuel Macron après l'épisode réforme des retraites. Bilan globalement positif à la sortie pour François Omril de la CFE-CGC ou pour Marie-Lise Léon de la CFDT. C'est une réunion fort utile. Elisabeth Borne, Première ministre, va dans le sens de renouer les fils du dialogue social. La négociation sur l'emploi des seniors, sur le compte épargne-temps universel, sur des questions qui sont relatives à la pénibilité, l'évolution des carrières, au développement des carrières. On a un gouvernement et un président de la République qui a beaucoup parlé sur les enjeux de changement de méthode. Donc là, on a eu quelques éléments de réponse. Donc c'était important qu'on ait des actes. Il y aura bien l'ouverture d'une négociation ou de plusieurs négociations. Ça reste encore à définir à la rentrée sur les enjeux du travail. La satisfaction aussi de Sophie Binet de la CGT, même si le ton est un peu plus vindicatif. La réunion d'aujourd'hui marque l'échec consternant des 100 jours annoncés par le président de la République. Et donc, ce que nous avons engagé aujourd'hui, c'est une reprise en main qui marque le début des 4 prochaines années. Nous imposerons désormais, dorénavant, nos ordres du jour, nos méthodes
et nos contenus. L'intersyndicale se retrouvera fin août pour débattre de la situation sociale et des modalités de la rentrée sociale. De son côté, la Première ministre Elisabeth Borne a salué un agenda social ambitieux, très dense pour la rentrée, même si elle constate qu'il n'y a pas encore un total consensus sur les modalités pratiques, les détails des futures négociations. Les enjeux sont considérables. Les vraies voix, qu'en pensez-vous? Dialogue possible, Philippe Bilger? C'est très intéressant de voir les trois personnalités qui viennent d'être entendues, qui induisent trois philosophies sociales différentes. Sophie Binet est tout de même sous surveillance à la CGT. Elle est condamnée à avoir un ton polémique en permanence. Et celle qui a remplacé Laurent Berger me semble être dans la mesure telle qu'on la définissait. Mais pardon de revenir une seconde sur le premier sujet. J'espère que c'est impressionnant. On va le rappeler, le premier sujet quand Philippe, même. on va s'y perdre après. Non, le service d'ordre. Oui. Je pensais que vous nous donneriez la parole. Oui, mais justement, parce que comme on était un petit peu tenu, on s'est dit il faut qu'on tranche un petit peu. Donc vous faites vous-même une censure. C'est connu sur Sud Radio. C'est un peu notre plaisir ultime. Bon, mais alors je consens à me taire. Bon, parce que je voulais l'avis d'une chef d'entreprise, en l'occurrence Catherine Evrard, sur ce dialogue possible ou pas. Il serait temps quand même qu'on puisse enfin dialoguer, parce qu'il n'y a que la France qui est contre tout. Dès qu'il y en a un qui dit blanc, l'autre dit noir, etc. Vous regardez en Europe, dans les autres pays, ne serait-ce qu'en Italie par exemple, où Dieu sait qu'il y aurait des choses à dire avec le nouveau président. On les entend moins. On les entend beaucoup moins. Ouais. Bon, moi, je comprends pas qu'on se mette pas tous. Évidemment, on n'est pas tous d'accord, mais de temps en temps, quand les idées sont bonnes, il faut dire oui. Il faut que tout le monde accepte. Michael Sadoun. Pour rendre crédibles les syndicats qui sont plus soft ou plus dans un esprit de dialogue que la CGT, il faut que le gouvernement sache aussi les rétribuer. C'est-à-dire que quand la CFDT propose des choses, il ne faut pas être dans la même attitude de blocage que pour la CGT. Donc on verra ce que le gouvernement est prêt à céder dans un contexte économique où il n'a plus envie de dépenser, où il a même envie d'augmenter les impôts et où il a des contraintes financières très importantes parce qu'il y a des remontées de taux sur les marchés financiers. Voilà. Félix, Mathieu, votre troisième mot, le Parlement européen donne un premier feu vert au projet de restauration des écosystèmes. Oui, c'est passé de justesse. 336 voix pour, 300 contre. And it is adopted. Un texte phare du pacte vert de l'Union européenne proposé par Bruxelles. Il était combattu par les élus de la droite. Cette législation vise à imposer aux États des objectifs contraignants de restauration des terres et des espaces marins abîmés par la pollution ou l'exploitation intensive. Objectif, préserver la biodiversité. Les eurodéputés devront désormais négocier le contenu avec les États membres. En tout cas, c'est un échec pour les conservateurs, notamment du Parti populaire européen, qui avait dénoncé un texte nuisible à la production agricole et à l'activité économique. Merci Félix. Philippe Bilger, vous avez envie de réagir sur cet échec justement pour les conservateurs du Parti populaire européen ? Ça ne m'étonne pas que les conservateurs aient perdu parce que j'ai l'impression, sans être un spécialiste de tout cela, que les progressistes et l'écologie ont le vent en poupe là-bas. Michael Sadoun. Moi, j'y vois une totale hypocrisie, en fait, de la part du Parlement européen et de la Commission européenne. Parce que, d'une part, ils sont très favorables au libre-échange et ils ne cessent de développer des accords de libre-échange avec le monde entier pour faire venir de l'autre bout du monde des produits qu'on pourrait produire chez nous. Et d'autre part, ils font des accords pour préserver la biodiversité. Moi, je veux bien, mais j'y vois grande contradiction. Catherine Evrard. Moi, c'est pas un sujet que je connais parfaitement, mais ça me paraît tellement dingue maintenant de tout interdire en Europe et notamment en France sur l'agriculture. Enfin, je suis pas une spécialiste. Tout, c'est-à-dire quoi ? Tout, écoutez, on peut plus cultiver, il faut mettre certains produits, les pesticides, ceci, cela. On interdit tout. Donc à un moment donné, on importe un maximum. Et les pauvres Français, puisque moi je suis française quand même. On l'est tous a priori. Non, mais les pauvres Français qui ne seraient pas français, qui sont agriculteurs, ils gagnent de moins en moins de fric, ils se voient interdire de plus en plus de choses. Moi, de toute façon, je vais vous dire, Bruxelles, ils sont quand même très verts. Ouais, pas être vache, mais Chers ils amis, sont parfois dans les choux. Ouais. Ils sont même dans les carottes. Bien joué. Chers amis, on va faire un petit interlude tout de même, parce qu'il y a la 11e étape du Tour de France qui va arriver. Ils sont pas très loin, un peu plus que 2 km de l'arrivée. Allez, jingle. Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présentent Sud Radio fait son tour de France.
Et oui, chers auditeurs, c'est l'arrivée de la 11e étape du Tour de France, je viens de vous le dire. Entre Clermont-Ferrand et Moulins, il y a eu 179,8 km au programme, Frédéric. Nous sommes à 2 km de l'arrivée. Nous allons retrouver notre envoyé spécial Vincent Barthaud, ancien grand cycliste professionnel. Vincent, c'est l'étape que nous attendions. Ça arrive au sprint, un peloton groupé. Sous la pluie, ça risque d'être dangereux. Attention aux chutes. Ouais. C'est à vous, Vincent Barthaud. Oui, à 2 km de l'arrivée, alors que le peloton a failli tomber sur un os, parce qu'il y a un coureur italien, Daniel Oss, le coureur de la Total Energy. Figurez-vous, il a fait pratiquement plus de 160 km d'échappée. Quel jeu de mots génial, il vient de se faire reprendre à 3 km de l'arrivée, donc ça a été chaud pour le peloton. On s'organise du côté de toutes les équipes de sprinteurs. On est tout le monde aujourd'hui veut essayer de gagner, que ça soit Wout van Aert, que ça soit Caleb Ewan, tout le monde veut gagner. Tous les grands sprinteurs savent que ça va être très compliqué de regagner prochainement, donc là on fait attention. Il y a effectivement eu beaucoup de pluie, Frédéric, dans les derniers kilomètres. Un orage s'est abattu sur... Et on est très inquiet pour le Français Brian Cocard, qui est notre meilleure chance. Pour l'instant, on ne le voit pas aux avant-postes. Il a une chance de gagner, pourtant ça va être dur là. Oui, ça va être dur parce que Cocard, il est pas toujours très bien emmené. Il n'a pas forcément les équipiers, malheureusement, qu'il faut à côté de lui, et il est obligé de se battre toujours tout seul. Je vous le disais, il y a eu un gros orage sur le peloton dans les 15 derniers kilomètres, donc la chaussée est très humide et le dernier kilomètre est assez dangereux, entre guillemets. Il y a 2 virages côté gauche et un virage côté droit qui fait que il va falloir que les coureurs soient absolument, il va falloir qu'ils fassent très attention. Je vais y arriver alors que le sprint... 600 mètres de l'arrivée, 600 mètres de l'arrivée. Voilà, nous sommes à 600 mètres avec Mats Pedersen, le coureur de l'équipe Lidl, et toujours Groenewegen aussi qui est en train de faire le sprint. Il y a aussi plusieurs autres coureurs, Fabio Jakobsen qui est emmené par Lampard. Il y a Binyam Girmay qui est aussi très bien placé. Attention, il y a David Van Poppel, et puis il y a aussi le coureur de l'équipe... C'est Groenewegen qui est là avec quel talent. Avec Christophe, et oui, il y a aussi Mathieu Van Der Poel qui est sur le côté, mais c'est Jasper Philipsen qui est très bien lancé. C'est lui le maillot vert du Tour de France. Il gagne aujourd'hui à Moulins sa 4e victoire du Tour. C'est incontestablement, je vais y arriver, le meilleur sprinter du peloton. Il gagne devant, c'est incontestable. Il gagne devant Groenewegen et Phil Bauhaus, finalement, a priori l'Allemand en 3e position, même si ça a été très serré. Ça fait donc Vincent Barthaud 4e victoire. Il y a eu 4 arrivées pour Pur Sprinter. Il est imbattable cette année, c'est le plus grand sprinter. Oui, on l'a découvert. On l'a découvert l'an dernier parce qu'il avait réussi à gagner 2 étapes du Tour. Cette année, 4. À chaque fois qu'il arrive au sprint avec tout le monde, c'est lui qui gagne. Et comme vous avez pu le voir quand il sprint comme ça, moi j'ai l'impression de sprinter avec eux. Il va falloir que je me calme. Mais Philipsen est vraiment, en plus il a un poisson pilote qui est Van Der Poel, qui est magnifique, qui l'a encore très bien emmené. Et Philipsen fait le reste. Il est bien parti pour emmener le maillot vert à Paris parce que c'est un des sprinteurs qui grimpe le mieux. Et là vous le voyez, on revoit le final, il est derrière Groenewegen et il va le passer très facilement. Voilà, ça fait Philipsen, Groenewegen, Bauhaus et Cocard. Ça sera ça les 4 premiers. Exactement, dommage pour le petit Cocard, mais 4e, c'est une très belle place. Il mériterait d'être vraiment bien emmené dans une équipe qui se consacrerait pour lui au niveau des sprints. Mais 4e, voilà, c'est bien, il est pas loin. On espère qu'avant la fin du Tour, il puisse essayer d'aller en piquer une. Merci Vincent Barthaud pour le sprint. Je vous embrasse. Sud Radio fait son tour de France. Avec les fromages et produits frais, lait de brebis 64. Eh bien, chers auditeurs, à 17h30, c'est dans pas longtemps. On vous rappelle notre question du jour. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à voter sur Twitter suite à l'appel au lynchage d'Emmanuel Macron lancé par Isia Higelin sur Seine. On vous pose la question, faut-il interdire les spectacles qui appellent à la violence tout simplement? Et sur Twitter, alors vous nous répondez oui. À 54%. C'est serré quand même, 54%. Ouais, c'est serré. Non à 47%. Voilà. Du coup, de 54-47, voilà. Il y a un problème. C'est 53-47. 53-47. Je n'ai fait que lire bêtement Twitter, cher Frédéric. Bêtement, c'est pas possible. Voilà, ça m'arrive. Allez, chers auditeurs, dans un instant. Tout de suite. Frédéric Brundel, Judith Belair.
Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec vous, chers auditeurs. Il est 17h33 précisément. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave parce qu'on a vu l'arrivée du Tour de France. C'est l'heure de votre premier débat, toujours avec nos éditorialistes. Frédéric. L'excellent Philippe Bilger est là, toujours président de l'excellent Institut de la Parole. Catherine Evrard, incomparable présidente du cabinet des chasseurs de tête CE Consultants. Et puis l'incontournable Michael Sadoun, chroniqueur et consultant et toujours très talentueux. Ça va, vous n'avez pas trop les cheveux qui enflent. Si on est à le melon, ça y est. Jingle. Allez, débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors, chers auditeurs, vous êtes au courant. Isia Higelin a fait un appel au lynchage d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on vous pose la question sur Twitter. Faut-il interdire les spectacles d'artistes qui appellent à la violence? Alors moi, je vous pose la question aussi. Où s'arrête la liberté d'expression de nos artistes, justement? On le sait, il y a eu des artistes qui ont été condamnés, notamment Orelsan en 2009. On a eu Gainsbourg aussi en 1980, NTM en 1996. Voilà, c'est usuel a priori. Nous avons un invité pour intervenir qui est Fabrice Haddad, cofondateur du label Hookers Records et auteur-compositeur. Bonjour Fabrice Haddad. Bonjour à tous. Bonjour, Bienvenue. vous nous donnerez votre point de vue de producteur notamment, mais d'abord écoutez les propos d'Isia Higelin. C'était lors du festival Les Nuits Guitare à Beaulieu-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. La chanteuse de 32 ans improvise une évocation imagée du lynchage du président Emmanuel Macron. Quelle coquine celui-là. Il s'est dit là ce qui serait bien, tu vois, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol telle une piñata humaine géante et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout comme dans Clockwork Orange, tu vois. Ouais, je voudrais dire, Judy, tu me fais super kiffer. Judy, c'est à fond, Frédéric. Bon, c'est vrai que du coup, on sent que ça la dépasse un petit peu Catherine, quand même. vous avez très envie de réagir là. Non, oui, j'ai croisé dans une vie antérieure son père. Ouais. Elle a essayé de faire pareil, elle n'a pas réussi à pleurer. Oui, mais qui était un original gentil à côté d'elle, excusez-moi. Ouais. Parce que c'est hallucinant. Alors, la pinata. Oui, est-ce que vous savez ce que c'est que la pinata quand même? Oui, on sait, oui. J'en fais pour ma fille. Moi, je ne sais pas, c'est quoi? Qui est réservé aux enfants. Ils s'amusaient à taper avec des battes pour très faire fort parce qu'il y avait des cadeaux à l'intérieur. Voilà. Donc tant que la boîte n'était pas complètement bousillée, vous ne pouvez pas avoir leur cadeau. Voilà. C'est quand même génial d'avoir fait cette image. Nous allons dans un instant sonder Fabrice Haddad en tant que producteur, ce qu'il en pense. Faut-il interdire donc les concerts de ces artistes? Philippe Bilger, première question. Moi, je ne suis pas partisan d'interdire. D'abord, pour être complet, elle a complètement dénié qu'il y ait eu quoi que ce soit de politique dans cette absurdité. Elle dit que c'est... Non, elle a dit elle ne comprend pas. Elle dit que c'est une performance. Mais pour le reste, je ne suis pas partisan d'interdire aux artistes qui ont pu se laisser aller à des propos même très choquants dans certains concerts. Je ne suis pas partisan de les interdire. D'abord parce que certains maires le feront très bien. Ensuite, éventuellement, la justice pourrait se mobiliser si les propos étaient véritablement au-delà du scandaleux. Et je raisonnerais par rapport à la littérature. Je ne suis pas partisan d'éliminer, par exemple, des livres qui sont choquants par rapport à des grandes œuvres. Donc je voudrais essayer de garder la mesure dans ce domaine. Juste un complément d'information par rapport à ce que vous dites, Philippe. Donc il s'agit du maire de Marc-en-Barœul dans le Nord qui a décidé d'annuler en disant, je cite, que c'est en contradiction, ces propos, avec les valeurs de rassemblement et d'unité qui prévalent lors de la fête nationale. Et puis à savoir aussi, Isia était attendue par la police en sortie de scène. Alors elle a réussi à s'échapper parce que son manager a bloqué. Mais bon, tout de même, vous trouvez pas ça un peu fort de café, tiens, Michael Sadoun, que la police attende une artiste à la sortie de scène parce qu'elle a tenu des propos qui plaisent pas au gouvernement? Je trouve ça très exagéré quand même. Je veux bien qu'on trouve les propos graves, ils sont même condamnables par la loi et notamment, je crois que Philippe confirmera, par la loi de 1981 qui condamne 2800 pardon, 81, j'ai dit 1900. Oui. De 1880 évidemment. Je sais que Macron n'aime pas trop la liberté. mais bon, après je crois au principe un petit peu de licence poétique entre guillemets. Malheureusement, le niveau des artistes a bien baissé depuis. Moi, je regrette un petit peu l'époque où Balavoine savait
dénoncé les dérives de la gauche devant François Mitterrand. Je regrette l'époque où Francis Cabrel interpellait sur la cause animale avec sa chanson La Corrida. Je regrette l'époque où Gainsbourg interpellait sur le taux d'impôt en brûlant un Pascal à la télé. Donc évidemment, il y a un problème de dégradation du niveau intellectuel et donc moral de certains artistes. Ils étaient auparavant impertinents, ils sont aujourd'hui moutonniers et inoriginaux. On pose la question à notre producteur. On va faire réagir Fabrice Haddad. Oui, je rappelle que vous êtes cofondateur du label Hookers Records et vous êtes aussi auteur-compositeur, donc vous avez l'habitude de la scène. Fabrice Haddad, vous produisez des artistes, donc 4 artistes, Nick, Malène, Arlington et Alex Do-Pierrot. Alors justement, la première question, c'est est-ce que vous les briefez justement sur ce genre de situation? Est-ce que vous les laissez totalement libres dans leur création? Et puis, est-ce que vous pensez qu'Isia, est-ce que c'est normal en fait qu'elle ait été attendue par la police en sortie de scène? Voilà, c'est 3 questions en une. Allez, là, une première réponse déjà. Alors déjà, pour moi, par rapport déjà à nos artistes, non, on ne va pas les briefer sur ce qu'ils ont à dire ou à revendiquer parce que déjà, ils sont assez libres et on n'a pas eu, en tous les cas, à devoir, on va dire, tirer la sonnette ou leur dire, bah voilà, ça t'es allé trop loin ou il y a des choses que tu pourrais dire différemment de manière artistique parce qu'en réalité, le sujet, c'est que c'est pas du tout artistique, sa manière de faire. C'est au contraire, c'est juste premier degré en fait, c'est très premier degré. Une piñata, on tape dessus et du coup, il y a rien d'artistique. Elle pourrait faire avoir le même, on va dire, le même discours autrement, quoi. Le même discours autrement, et puis amener les gens peut-être à voter contre, par exemple, à aller à se préparer pour les prochaines élections, à faire passer un message, comme vous avez dit, à travers de chansons, en fait, à travers des chansons et à travers des messages dans ces chansons, parce que je les vois pas en fait les messages dans ces chansons, à part dans tous les cas de ce que j'ai pu entendre d'elle, il y a aucun message de ce type. Donc j'ai trouvé ça voilà, très dur. Après, le fait qu'elle ait été, donc qu'elle ait été, on va dire, derrière attendue par la police, etc. Je trouve à la demande de certains spectateurs, déjà, Fabrice. Ouais, ah oui, d'accord. Donc ça, c'est encore différent. Si ça vient pas du non, c'est pas le maire. Déjà, c'est autre chose. Par contre, moi, je pense que plus ce qui serait mieux, c'est de mettre une amende. Vous voyez, que d'interdire les concerts. Si c'était la question par rapport à ça, je pense qu'une amende serait plus logique parce que, comme vous avez dit aussi, il y a une histoire de droit d'expression et on peut remonter, comme vous avez dit, il y a des révolutions qui sont faites aussi par rapport à des écrits, on va dire des mouvements qui étaient contestataires et qui étaient même parfois dans les écrits assez virulents. Mais je pense pas qu'on doive limiter la liberté d'expression. Alors les auditeurs, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Qu'en pensez-vous? Je vous propose juste quand même d'écouter Orelsan. Orelsan, il a été en 2009 interdit de concert aux Francopholies de La Rochelle sous la pression d'associations. Le rappeur Orelsan qui a suscité la polémique après la diffusion de sa chanson qui s'appelle, pardonnez-moi, Sale pute et qui est... Parlons vrai sur Sud Radio. Évidemment, un extrait comme celui-là. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. Voilà, bon, c'est bien, c'est très différent. Ça n'a rien à voir, c'est de la On peut discuter les propos d'une chanteuse, d'un chanteur, le fond. Mais là, il n'y a pas d'appel au meurtre, on est d'accord. Et puis surtout, c'est l'œuvre elle-même. Ouais. Là, c'est très différent. Catherine Evrard. Non, mais moi j'attendrais tellement de sérénité dans tout ça. Il n'y a plus aucun humour, déjà, pour commencer. Il n'y a plus que... On bave sur un coup à gauche, un coup à droite, on dit des choses horribles. Je suis désolé, moi ça me choque que... D'abord, ça me choque que des chanteurs fassent de la politique, en fassent leur métier. Parce que finalement, c'était presque une chanson. Enfin, c'était un texte... Bon, on les attend pas pour ça. On a envie... Regardez Coluche, je sais qu'il en a fait passer des messages. Il sera en prison, lui. Mais il sera en prison aujourd'hui. Alors justement, par rapport aux amendes qui ont été prises par divers artistes, il y a notamment celle d'NTM qui avait sa chanson, pardonnez-moi chers auditeurs encore une fois, Nique la police. Donc ils avaient pris à l'époque, le président Boulanger avait prononcé une peine de 6 mois de prison, dont 3 fermes pour des propos outrageants. Ils avaient pris 50 000 francs d'amende à l'époque. Une interdiction d'exercer la profession de chanter aussi pendant 6 mois. Alors ça a été revu, ils ont pris du sursis, ils ont quand même payé l'amende. Mais leur maître, leur avocat, Michel Blum, s'indignait en évoquant le 15e anniversaire
l'anniversaire de la mort de Georges Brassens à l'époque, qui avait dit, selon lui, sur les gendarmes, pire et autant que ce qu'on a pu dire les gens de NTM. Tiens, Michael Sadoun, qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Moi, j'aime beaucoup NTM. En plus, voilà, je pense à dans Qu'est-ce qu'on attend, pas pareil. Il parlait d'aller à l'Élysée brûler les vieux et les vieilles. Donc, bon, c'était un peu violent à l'époque. Moi, je distingue bien les deux choses. Il y a une partie qui est l'œuvre de l'artiste. On peut aimer, ne pas aimer. Ça, c'est libre choix de l'auditeur qui fait le choix de ne pas mettre la musique sur son poste radio. Après, quand on sort de l'œuvre, on est dans un propos public, politique. Moi, je ferais le parallèle avec Dieudonné. Dieudonné, s'il faisait des vannes sur les Juifs dans ses spectacles, moi, ça me dérangerait pas. Le problème, c'est qu'il y a des moments où il est sorti de ses spectacles pour faire monter Faurisson sur scène et on sort totalement d'une œuvre humoristique à vocation artistique. On rentre dans une tribune politique et cette fois, la liberté d'expression est encadrée. C'est là que Philippe Bilger voulait préciser. Oui, et puis, Judith a évoqué Georges Brassens. Georges Brassens a écrit, par exemple, sur Brive-la-Gaillarde, sur les gendarmes. C'est des chansons qui pourraient apparaître immédiatement violentes, mais l'état d'esprit n'est absolument pas le même. Et de la même manière, lorsqu'on entend des proches faire apparemment de l'antisémitisme, on sait que chez lui, c'est faux, alors que d'autres, c'est vrai. Tout dépend de qui parle. Et puis de la nuance, effectivement. Et les gendarmes de Saint-Tropez au 2e degré. 0826 300 300, les vraies voix. Laurent de Valence qui est avec nous. Laurent, alors, vous venez d'écouter ce qui vient d'être dit. Pour vous, c'est on ouvre au maximum ou alors il y a des moments quand même où il faut un petit peu sanctionner? Je pense qu'il faut sanctionner. C'est un peu ce que expliquait votre invité, Fabrice Haddad. Parce qu'il a raison. Faut sanctionner. Mais je pense que il faut pas non plus. Il faut rappeler que quand on va à un concert, normalement, c'est parce qu'on aime l'artiste et parce que on attend de lui qu'il nous fasse chanter ou si c'est un humoristique, qu'il nous fasse rire. Alors, oui, on peut peut-être rire de tout, mais je pense qu'il faut aussi mesurer. Parce qu'on parle de l'antisémitisme, mais vous inquiétez pas qu'il y a de l'humour ailleurs. Et vous affolez pas que même les Juifs rigolent sur les Français. Mais on ne veut pas le dire. Non, mais il y a des Juifs français, ça c'est différent. C'est-à-dire que on confond là un petit peu. Mais on confond. Sur l'humour français. Oui, voilà, c'est une question d'humour. Oui, tout à fait. Oui, je parle d'humour. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais vous savez, des fois, ça va plus vite que ce qu'on dit. Bon, juste, faut-il interdire les spectacles d'artistes qui appellent à la violence? Toujours sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites oui à 51%, non à 49%. La tendance s'équilibre. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Fabrice Haddad, c'est ce que vous avez dit. Vous pensez qu'il faut sanctionner? Ouais, je pense que en tous les cas, il faut marquer le coup quand c'est des propos qui sont très premier degré et surtout qui ne sont même pas dans les chansons. Par exemple, vous aviez Diams aussi à l'époque qui faisait passer des messages, avec des vrais dans Macron à moi, ou quand elle parlait de Marine Le Pen ou des choses comme ça, elle n'incitait pas à la haine. Elle, au contraire, elle faisait comprendre, elle faisait passer le message en disant nous on demande qu'à exister, on demande qu'à être pris au sérieux, etc. Et je pense que le message là qui a été donné, il était brut de brut. C'est Macron, c'est pas artistique, c'est ça que vous dites. Alors justement, il y a Serge Gainsbourg qui lui aussi a été boycotté, notamment avec sa chanson parodique de la Marseillaise qui a été baptisée aux armes, etc. En fait, ce qui s'est passé précisément, c'est que le concert est interrompu par les parachutistes qui interviennent sur un de ces concerts à Strasbourg. La chanson, on la réécoute. Excusez-moi, on n'est quand même pas dans l'agression totale. C'est quand même autre chose. Pas dans les battes. Et surtout, pas dans les battes avec Marseillaise a été très appréciée après. Et Gainsbourg est un homme intelligent, quasiment un génie dans certaines chansons. Non, mais surtout, en fait, il avait une démarche artistique qui savait expliquer. Lui, qu'est-ce qu'il disait? La Marseillaise est un chant révolutionnaire. Le reggae est une musique révolutionnaire. Ils sont faits pour fusionner. J'ai fait une chanson qui s'appelle La Marseillaise. Il a acheté même le manuscrit de Roger de Lille pour montrer son engagement. C'est un amoureux de la France, c'est un artiste accompli.
on n'est pas dans la même démarche. Moi, je suis pas pour les interdire non plus, mais on n'est pas dans la même démarche que Fianso qui disait de Maréchal Le Pen. Bon, je vais pas dire ce qu'il disait, mais bon. Non, ne le dites pas. On a déjà dit beaucoup de gros mots. C'est pas la même démarche que Youssoupha qui disait mettre un billet sur celui qui fratait avec Zemmour. C'est pas exactement la même démarche. Voilà. Donc. Catherine Evrard, justement, pourquoi est-ce que ça a créé tant de polémiques, une Marseillaise comme ça, reggae à l'époque, alors que finalement aujourd'hui c'est totalement rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que l'époque change et en même temps c'est rentré dans les mœurs et en même temps finalement on censure plus aujourd'hui qu'avant, quoi. Parce qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de civilité et qu'on se levait pour son professeur de classe, excusez-moi, et qu'on faisait plein de choses qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui rien ne nous choque plus en gros. Et déjà à l'époque. Mais pourtant on censure plus. Oui, mais en fait, ce ne sont pas les mêmes choses qui nous choquent, parce que là, on était choqués pour la Marseillaise, on va dire, interprétée de cette manière, ce qui aujourd'hui ne poserait pas de souci. En revanche, aujourd'hui, si on a des plaisanteries sur certains types de personnes, on censure, Mickaël Sadoun. Oui. Ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, il y avait des vraies structures qui tenaient la nation, l'école, la police, etc. Donc les artistes étaient des vrais rebelles. Aujourd'hui, comme ces structures sont effondrées, la seule manière pour un artiste de se faire reconnaître, identifier, c'est d'appeler à menacer quelqu'un ou à tuer quelqu'un. Donc on est sorti de la révolte politique. NTM, encore, Joey Starr, lui, il parlait d'un constat d'urgence. On restait encore dans le côté un peu politique engagé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Ah oui, non, c'est violent, mais sur le coup, ils revendiquaient une démarche politique. Quelle est la démarche politique dans le fait de dire on va faire une piñata d'Emmanuel Macron ? Je pense qu'Isia serait même pas capable d'expliquer la réforme des retraites. Les chansons politiques de Renaud à une certaine époque, c'était fabuleux. Mais sous le signe de l'Hexagone, par exemple, qui est une vraie chanson anarchiste. Et même Banlieue Rouge, c'est une splendeur. On a toujours eu des chanteurs très engagés. Antisocial. Je la voyais venir chanter. Judith aurait envie de chanter. Judith, on vient de chanter, mais dans un instant, on va jouer. Exactement, ça va être le quiz de l'actu. Alors déjà, merci Fabrice Haddad de votre participation. Merci Fabrice Haddad. Merci Laurent, notre cher auditeur qui va rester avec nous. Parlons vrai sur Sud Radio, chers amis. Avec nous bientôt, c'est le quiz de l'actu. Effectivement, on revient. Alors vous restez là. Les choses sérieuses commencent parce que les débats, la réflexion sur notre vie, d'accord, mais jouer, c'est quand même ce qui est le plus important. Alors, ça c'est pour vous, parlez pour vous. Oui, mais moi j'attends en ce moment. Avec impatience. Bon, nous avons toujours Laurent avec nous. Oui, Laurent, vous êtes là ? Ah oui, bien sûr. Laurent. Alors Laurent, vous allez choisir une vraie voix. Vous avez au choix Philippe Bilger, Mickaël Sadoun ou Catherine Evrard. Avec qui faites-vous équipe ? Voilà. Bah écoutez, Mickaël Sadoun. Voilà. Ok. C'est vrai Philippe Bilger, vous êtes en équipe avec Catherine. Ce que vous avez toujours rêvé de faire. J'ai toujours rêvé. Surtout avec ces sublimes boucles d'oreilles, je tiens à le dire. Je suis vraiment contente d'avoir Philippe, j'ai bien dire, parce que moi je suis incapable. Il est très fort. Alors, je vous rappelle le règlement. Donc, la paire Mickaël Laurent, vous formez l'équipe A. La paire Catherine Philippe, vous formez l'équipe B. Quand on pose une question A, c'est l'équipe A qui répond. C'est parti, première question, on y va ? Alors, de qui Aurélien Pradier, le député LR du Lot, n'accepte pas les propos sur la régression ethnique ? Alors, Mickaël et Laurent, c'est à vous. Marine Le Pen. Non, c'est Jean-Philippe Tanguy. Non, c'est pas ça. Jean-Baptiste Bardella. Non. Alors, vous passez la main à l'équipe B qui peut prendre 2 points. Bruno Retailleau. Super. Quel talent, désolé Laurent. Non, mais étonnant de la part de Mickaël. Je l'avais pas. Alors, question pour l'équipe B, Frédéric. Allez, donc pour Philippe et Catherine, et non pas Philippe-Catherine. Ça, c'est drôle. Il est sympa. Bravo, ça, c'est drôle. Attention. Combien de policiers et de gendarmes seront sollicités pour éviter un retour des émeutes le week-end du 14 juillet à 10 000 près ? 130 000. J'ai même pas eu le temps de le dire. Philippe Bilger. Pourquoi tant de talent, Philippe Bilger ? Vous êtes jaloux, Frédéric ? Dans des jeux pareils. Ouais, j'espère que vous jouez. Philippe, j'espère que vous jouez au loto. Attention. 3 points pour l'équipe B. L'équipe A. Oh là là. Donc, de quoi célébrons-nous les 25 ans aujourd'hui ? Mickaël et Laurent. C'est facile ça. 12 juillet. Mickaël et Laurent. Qu'est-ce qu'on célèbre les 20 bah oui. Victoire de la Coupe victoire de la Coupe du Monde par la France. Bravo, Voilà, quand même. Coupe du Monde. Coupe du Monde de foot. Laurent, 12 juillet on est bon, 1998. Vous n'êtes pas footballeur, Laurent ? Pourtant, je suis footballeur, mais je savais pas que ça faisait 25 ans qu'on s'était. Ça ne rajeunit pas tout ça. Le jour de gloire. Bon, en tout cas, vous avez le point quand même grâce à Mickaël. Ça fait 3-1. Équipe B, attention, c'est à vous. Donc, Philippe et Catherine.
Quel coureur cycliste français est le seul vainqueur d'étape sur le Tour de France cette année? L'a fait. Oh là là, mais il est trop fort. Est-ce que je peux faire équipe en permanence avec oui. Philippe? Mais dans d'autres domaines, Catherine, j'aurais mis lacunes. Oh là là. Ça me rappelle le gars qui disait il me manque des lacunes. Oui. On est dans le sérieux. Écoutez, sans rien suggérer, mais faites union tous les deux, Catherine et Philippe. Non mais faut arrêter Frédéric avec vos unions là. Mais il ferait-il légèrement entre Oui, metteurs Frédéric, oui. Vous devez absolument répondre maintenant, Laurent et Mickaël. Attention, quel chanteur anglais, star britannique, se produira demain sur scène au festival breton des Vieilles Charrues? C'est une grosse star britannique internationale. Elton John? Non, Presque. Arrêtez. Laurent. Charlie Winston, je dirais. Mais non. Bon, c'est pas Bruce. Philippe Bilger, non plus. C'est pas. Non, on a une réponse. On Catherine a une Evra. réponse. C'était l'occasion, Catherine. C'est hein. Robbie Williams. Oui. Robbie Williams. Alors, Robbie Williams. nous en sommes à 4-1. Une grande vedette. S'il vous plaît. À l'antenne. Il serait content d'entendre ça. S'il vous plaît, les vraies voix. Nous en sommes à 4-1. Voici la dernière question. C'est pour l'honneur. C'est Philippe et Catherine qui vont répondre. Si jamais vous ne répondez pas, Mickaël et Laurent, vous pouvez surenchérir et ça ferait 4-3. Mais ça serait bon. On sauverait Allez, c'est l'honneur. parti. Question. De quelle ville la justice rejette la demande d'expulsion de migrants installés près d'une de ses églises? De quelle ville française? Catherine. Catherine, bonne réponse. Nice. Bravo. Pas du tout. Comment Mais quelle équipe incroyable. C'était sa conviction, le Non, Nice. alors ça y est, je me C'était quoi la désolidarise. réponse, Catherine? Nice. Bon, Laurent, vous n'êtes pas trop triste? Non, mais c'était le principal de jouer. Bon, enfin, il n'est pas si mauvais que ça, Michael. Non plus. Désolé, Laurent, on a tout donné, mais j'ai pas pu. Mais vous êtes tombé sur un duo qui va faire Des faire étincelles. date. Voilà, Pierre qui de fera date. Coubertin a tort, il faut gagner. Catherine Evra et Philippe Bilger. Faut vite qu'on aille aux infos là. Oui. Ouais. Alors, il est 17h58, chers auditeurs sur Sud Radio. Le programme qui suit pour vous, nos éditorialistes qui sont autour de la table. Le tour de table de l'actu des vraies voix, évidemment. Sans oublier notre débat 18h30 lors du coup de projecteur des vraies voix. Je vous rappelle la question qu'on vous pose sur Twitter d'ailleurs. N'hésitez surtout pas à aller voter sur le pouvoir d'achat, l'inflation et puis suite à l'enquête de l'INSEE. Tiens, dans quel domaine les prix vous semblent le plus exagérés à vous? Le logement, les transports, la santé, l'alimentation? Surtout, n'hésitez pas à aller voter. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et pour l'instant, sur Twitter, c'est l'alimentation qui gagne à 59%, avant le logement qui est à 29%. Pour les transports, on est à 7% et la santé à 5%. Voilà, donc on vous attend pour réagir et à tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, chers auditeurs, vous avez bien raison d'écouter Sud Radio. On est toujours avec nos éditorialistes des vraies voix. Oui, c'est pour ça que vous avez d'autant plus raison, parce que Philippe Bilger est bien sûr avec nous pour encore une semaine avant qu'il ne parte un petit peu en vacances. Voilà. Mickaël Sadoun est avec nous. Oui, il est chroniqueur et consultant. C'est Mickaël important à Sadoun, oui, dire. mais c'est la précision, Mickaël, on l'a vu là dans les débats. C'est vrai, c'est la précision que je ressens. J'aime bien incisif. Ok, très bien. Et puis il y a le relief mis à tous nos sujets, mais ça nous le devons à Catherine Evra, qui est avec nous. Oui, qui est présidente du cabinet de chasseurs de tête, CE Consultant. D'ailleurs, je ne savais pas où était ma tête, mais je crois qu'elle l'a retrouvée. Ouais. Oui, je suis assez content. Je vous rassure, elle est sur vos épaules, cher Frédéric. Ah bon? Ouais. Voilà. On a rendez-vous avec un jeune homme qui a beaucoup de talent aussi, qui s'appelle Félix Mathieu. Ah bon, c'est pas vrai? Ouais. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Oui, qu'est-ce qui buzz sur les réseaux pour le savoir? Il faut écouter, ça fait du clic sur les réseaux avec vous, Félix Mathieu. Les hommages pleuvent de toutes parts après la disparition de l'écrivain Milan Kundera. La première ministre Elisabeth Borne met en exergue une citation de l'écrivain franco-tchèque qui s'est éteint hier à l'âge de 94 ans. On l'a appris aujourd'hui. Le romancier n'est ni historien ni prophète, il est explorateur de l'existence. L'œuvre de Milan Kundera est une exploration profonde, humaine, intime et distante à la fois, une écriture et une voix qui nous manqueront, écrit la chef du gouvernement. Alors sur Twitter, beaucoup partagent notamment des archivina de son dernier passage à la télé. C'était en 1984, celui qui avait fui le bloc de l'Est. Quand on parle, par exemple, de la démocratie populaire de l'Est, ce sont trois mensonges dans une seule phrase, parce que ce ne sont ni démocratie, ni populaire, ni de l'Est. Voilà, hommage appuyé notamment à droite d'Éric Zemmour, à l'auteur de l'insoutenable légèreté de l'être. Il écrit « Écrivain de génie, il avait
choisi la France pour vivre libre, loin du totalitarisme communiste. Son plaidoyer pour les petites nations nous était étranger il y a encore quelques décennies. Il est désormais vital, selon Éric Zemmour, vital pour tous les Européens qui veulent protéger leur identité et luttent pour la survie de leur nation. Voilà, mais même à gauche, même le communiste, justement, Fabien Roussel, salue une grande voix de la littérature de la liberté. Milan Kundera aura marqué son temps. Édité pour la première fois en France à l'initiative d'Aragon, il a noué avec notre pays une relation étroite. Nous continuerons de le lire et de penser avec lui, ajoute le patron du Parti communiste français. Philippe Bilger, vous étiez fan. Vous avez appris ça en direct, oui, là. un génie de la littérature dont le parcours intellectuel et politique est impressionnant et qui a eu des admirations, on vient de le rappeler, Éric Zemmour certes, mais Alain Finkielkraut, et c'est quelqu'un qui avait un talent multiple, capable à la fois de fiction et d'analyse remarquablement lucide sur la création littéraire. Autre réaction, les vraies voix. Et quel parcours politique, pardon. Oui, encore un homme qui a du courage et qui aimait la France. Oui. Mickaël Sadoun. Oui, d'ailleurs, je pense à Alain Finkielkraut spontanément qui disait que nous vivions à l'époque de deux grands génies qui sont du coup disparus. C'était Philippe Roth et Milan Kundera. Oui, ils n'ont jamais eu la distinction suprême du prix Nobel de littérature, selon lui, pour des raisons un peu politiques, notamment parce qu'il y avait parfois des personnages féminins dans leurs romans et qu'il y avait un certain rapport de ces hommes avec les femmes. J'invite tout le monde à regarder son interview qu'on vient d'écouter. Il dit des choses extrêmement intéressantes. Une interview rare parce qu'il refusait toutes les interviews depuis une dizaine d'années. Bien sûr. Je note que l'hommage de Fabien Roussel est quand même très ironique dans la mesure où on sait que Milan Kundera a dénoncé le communisme toute sa vie. Oui, puisqu'il était tchèque d'origine et donc mais Fabien Roussel est un homme d'intelligence. Excuse-moi. Je dis juste qu'il était tchèque et qu'il est né en Tchécoslovaquie, qui avait été victime d'invasion, notamment à Prague, au printemps 56. Félix Mathieu, Ségolène Royal. On continue. Oui. Donc, Félix Mathieu, Ségolène Royal se mêle sur Twitter de l'enquête sur la disparition du petit Émile et beaucoup pensent qu'elle aurait mieux fait de s'abstenir. La finaliste de la présidentielle de 2007 a d'abord commenté l'appel à témoins de la gendarmerie sur la disparition samedi de cet enfant de 2 ans et demi à Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Quelle tristesse, écrit Ségolène Royal. A-t-on fouillé toutes les maisons alentours, toutes les caves, tous les greniers? Il est peut-être retenu par quelqu'un, Ségolène Royal, qui écrit le mot « toutes » en majuscule avant d'ajouter un hashtag Émile. Beaucoup en réponse ironisent sur son futur poste de chroniqueuse chez Cyril Hanouna, quand d'autres s'indignent carrément, comme si la gendarmerie ne connaissait pas son travail. Retournez donc au pôle Nord. Face à cette levée de bouclier, l'ancienne figure du PS en a remis une couche, figurez-vous. Elle est allée encore plus loin dans ses critiques frontales sur le déroulement des recherches et de l'enquête, toujours sur Twitter. La mère auditionnée seulement mardi, questionne Ségolène Royal, et le père au profil très inquiétant, écrit-elle. On n'a donc pas, écrit Ségolène Royal, regardé l'hypothèse d'un problème ou d'une vengeance familiale, d'un enlèvement. Pourquoi l'alerte enlèvement n'est-elle toujours pas déclenchée ? Quelle tristesse, hashtag Émile. Cette nouvelle publication lui vaut un tombereau de réponses sur le thème de l'indignité. De l'indignité. Les uns lui rétorquent qu'elle n'est sans doute pas au courant de toutes les investigations. Les autres lui reprochent aussi de prendre le risque de jeter l'opprobre sur des parents qui ne le méritent sans doute pas. Et puis, beaucoup d'ironie mordante tout de même sur la commentatrice de faits divers qui aurait pu accéder à l'Élysée en 2007. C'est tout simplement odieux, écrit André. Vous avez été candidate à la magistrature suprême et beaucoup de gens, dont moi, vous ont fait confiance. Ça devrait vous obliger à une certaine retenue, une certaine distance. Point du tout, apparemment. Vous aurez toute votre place chez Hanouna. Merci Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de nos vraies voix. Restez bien avec nous. Vous réagissez à l'actualité au 0826 300 300. Sud 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Chers auditeurs de Sud Radio, le numéro du standard vous attend, c'est le 0826 300 300. Aude est là pour vous répondre et pour vous faire réagir. Et qui est très sympathique. Voilà, on l'aime beaucoup. Et puis tout de suite, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Nous commençons ce tour de table avec Philippe Bilger. Philippe Bilger voulait revenir sur des victimes. Ces victimes sont-elles plus respectables que d'autres suivant le côté où on se place? Je trouve que dans la mesure où notre époque ne sait plus ce que c'est que cultiver de manière équitable
les morts, les tragédies, que la politique s'installe partout. Je suis frappé de voir à quel point l'émoi a été considérable à la suite de la mort de Naël, même si c'est une tragédie pour sa famille, on avait le droit tout de même de s'interroger sur son passé. Eh bien, on a appris que une personne de 70 ans, je crois, Philippe, est mort à la suite d'une agression perpétrée par 3 jeunes gens. Nous allons en parler avec Catherine, oui, justement. Vous en avez parlé, voilà. dont l'aîné avait 17 ans. On va en parler dans un instant. Ah, c'est mon sujet. Hein. C'est votre sujet. Ça, c'est sur la petite note que vous a envoyée, Philippe Bilger. Vous regardez pas, voilà, c'est ça. Donc, eh bien, mais continuez, Philippe. Cette victime, on en a très peu parlé, en réalité. Justement. Et c'est absolument scandaleux, parce qu'évidemment, ça montre à quel point il y a des quotidiennetés tragiques ancrées dans la vie de tout le monde, parce qu'il avait simplement demandé à ces jeunes de faire moins de bruit. Du coup, Catherine Levrard, c'est à vous. Catherine, allez-y. Alors d'abord, c'est un fleuriste, et moi j'adore les fleurs. Ça commence bien. 73 ans, qui demande le calme. 3 gamins quand même, hein. L'aîné 17 ans, le plus petit 14 ans, qui le tuent, avait 18 ans, qui le battent à mort. Alors, moi je voulais aller un petit peu plus loin parce que j'ai lu un papier assez intéressant. Je crois qu'en fait, il faudrait vraiment que les parents essayent de rester le plus longtemps ensemble, soient heureux, unis. Ça a l'air bête ce que je dis, parce qu'il y a une étude qui fait dire que dans les familles unies, avec des enfants dont on s'est un peu occupé dès le plus jeune âge, ils arrivent à l'école avec 10 000 mots. Alors que quelqu'un qu'on a laissé dans la rue, dont on ne s'est pas du tout occupé, arrive à l'école avec 600 mots. Oui, enfin, de ça peut être vrai dans les familles monoparentales aussi. Non, mais dans toutes les familles. Ce que je veux dire, moi, c'est que quand vous arrivez avec 600 mots à l'école, que vous êtes haï, vous détestez l'école, ça commence comme ça. Vous comprenez pas, vous supportez pas qu'on vous dise non, oui, puisqu'on n'a pas donné une ligne de conduite. Et je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut faire un effort pour pas en arriver où nous en sommes arrivés. Et quand je viens d'apprendre ça, c'est vrai, c'est 10 000 mots contre 600. Et vous savez combien de mots avait Racine ? 1600 mots, Catherine. Mais pourtant, au départ, un trajet bien fabuleux. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des génies, attendez. Ah oui, mais sauf vous que me rassurez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on en est là, qu'il y a des petits-enfants qui arrivent, qui parlent très mal, etc., ils détestent l'école dès le départ. Donc, détestant l'école, ils détestent la République, ils détestent qu'on leur dise non, ils détestent plein de choses. Et c'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là. Michael Sadoun, pour réagir au propos de Catherine Levrard, est-ce que vous pensez que c'est une histoire de famille monoparentale ou est-ce que c'est simplement une histoire d'éducation ? Ben, c'est pareil. Ah ouais, c'est une question d'éducation. Ah bah si. C'est une question d'éducation en général. Je pense que, si vous voulez, tous les formats de famille peuvent marcher. Il n'y a pas de problème et il n'est pas question de stigmatiser quelque format de famille que ce soit. Simplement, est-ce que la présence du père, par exemple, qui a été un peu dénigrée parfois par certains camps politiques, etc., est-ce qu'elle est essentielle dans l'éducation de l'enfant parce qu'elle incarne d'une certaine manière la force physique et que ça peut jouer un rôle à l'adolescence ? Un jeune de 14, 15 ans, bien sûr, un jeune de 14, 15 ans, 16 ans, il y a ses potentialités physiques qui se développent, il a envie de liberté, il fait un peu n'importe quoi. Parfois, une mère seule qui, a fortiori, travaille pour élever ses enfants dans la dignité, elle n'a pas toujours l'énergie et la force de canaliser ses enfants. Je trouve qu'il y a quelque chose de sain dans ce modèle. Et je le répète, tous les modèles peuvent marcher. Je trouve simplement qu'il y avait quelque chose de sain là-dedans. L'autorité, elle n'est évidemment pas que dans la famille, elle est aussi dans l'éducation, elle est aussi dans l'État, et l'autorité ne va jamais sans bienveillance. Sur ce double tour de table, je voulais donc Catherine nous a bien éclairé sur cette question précise. Si on reconclut sur votre accroche, Philippe Bilger, sur la notion de victimes, sont-elles plus respectables que d'autres ? Oui, je trouve dommage qu'il y a des victimes dont on ne parle pas ou dont on parle trop peu parce qu'elles sont inscrites dans une quotidienneté, elles ont un passé sans tache, alors que dès que là on est dans une cité, que cette personne a été en empoignade, en conflit avec la police, dès qu'une polémique se greffe, dès que les partis politiques s'en emparent, on peut être sûr qu'on va plus parler d'elle que de cette malheureuse et tragique victime.
Troisième tour de table des vraies voix. Michael Sadoun, vous voulez nous parler de Thierry Breton qui menace de couper les réseaux sociaux en cas d'appel à la révolte. Oui, exactement. C'est une idée, je pense, qui est née dans la tête du gouvernement il y a un certain temps, mais elle s'est révélée plus clairement suite aux émeutes. Le gouvernement nous dit, en gros, supporté par Emmanuel Macron, qui a lancé d'ailleurs le premier propos sur le sujet, nous dit que les émeutes ont pour cause, une des causes en tout cas, les réseaux sociaux qui ont déchaîné les passions, qui ont permis la circulation d'images, etc. Moi, il y a deux questions que je voulais poser. Un, est-ce que ce serait possible de couper les réseaux sociaux ? Alors d'abord, c'est techniquement possible. C'est le Conseil national du numérique qui le dit suite aux propos d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Tout au moins, le réguler. Mais même de les couper. Ouais. Je ne dis pas que de les réguler, de les couper. Ce serait techniquement possible. Légalement, ce serait un peu plus difficile, mais il y a quelque chose qui est très important et sur lequel on ne s'est pas assez focalisé, qui est le Digital Services Act de la Commission européenne, qui permet, en cas d'infraction des réseaux sociaux, de les couper plus facilement. À mon avis, c'est un danger pour la liberté d'expression et on devrait vraiment se concentrer sur ça en particulier. Après, est-ce que c'est souhaitable ? On a demandé si c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable ? Pour moi, ça n'est pas souhaitable. D'abord, penser que les réseaux sociaux sont la cause des émeutes, c'est penser que le thermomètre est la cause de la chaleur. Ça ne sert à rien de casser le thermomètre quand il fait chaud. On a vu des images circuler parce qu'il se passait des choses dans la vraie vie. C'est pas les réseaux sociaux qui ont poussé les gens à agir. Ils peuvent avoir un rôle d'accélérateur. Quand même. Je suis pas certain. Au contraire, je pense que c'est un exutoire pour beaucoup de gens qui n'ont pas le droit de parole sur d'autres espaces et que les réseaux sociaux ont libéré une parole que je peux trouver formidable à certains égards, délétère à d'autres, mais c'est une liberté supplémentaire et avec toute nouvelle liberté, il faut une responsabilité et donc une éducation. Aussi. Même pas légiférer, moi je suis pour éduquer les gens. Si les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont éduqués, savent se parler en citoyen, vous inquiétez pas qu'il n'y aura aucun problème sur les réseaux sociaux, mais on ne casse pas le thermomètre pour faire baisser la chaleur. Catherine Evrard n'est pas d'accord. Mais non, parce qu'on ne pourra jamais éduquer les gens. D'abord, c'est beaucoup trop important les réseaux sociaux. Vous ne pourrez jamais éduquer personne. Non, moi ce que je veux dire, franchement, on parle d'émeutes. Quand on sait qu'il va y avoir des émeutes, il y a des hackers. Il y a des hackers qui trouvent n'importe quoi, n'importe où dans le monde. Les meneurs qui sont vraiment dangereux, on devrait pouvoir les localiser parce que ce sont eux qui donnent les rendez-vous et tout. Tout d'un coup, il y a 2000 personnes, 5000 personnes, 100 000 personnes. Il n'y a pas de meneurs et en plus, ils ne s'organisent pas sur Twitter, ils s'organisent sur des réseaux comme Telegram qui sont cryptés, qui sont impossibles à réguler. Mais vous avez vu, Michael, le président a lancé l'idée, mais l'a très vite abandonnée face aux contestations, aux protestations. Moi, je crois que ça peut faciliter un peu les rencontres, les manifs. Et que pensez-vous d'obliger à révéler son identité ? Parce que souvent, l'ignominie est portée par l'anonymat. Par l'anonymat. Ce serait très bien. Ce serait intéressant, mais vous voyez que... C'est vrai aussi dans les cas de harcèlement, etc. Mais oui, je suis d'accord. Michael Sadoun. Oui, ce serait génial, mais vous voyez que ça peut avoir des excès dangereux parce qu'on est dans un contexte politique où il y a certaines opinions qui sont interdites. Ceux qui ont profité de l'anonymat des réseaux sociaux pour dénoncer la politique Covid ou parce que c'est des soutiens de Marine Le Pen ou que sais-je, ils n'ont pas envie de s'exprimer à visage découvert et on les comprend. Pourvu que le TAF regardent leur Twitter, etc. et ils sont licenciés. Donc il faut comprendre aussi que cet anonymat s'installe dans un contexte où il y a certains propos qui sont interdits. On était heureux sans les réseaux sociaux quand même, non ? Je sais pas. C'était mieux avant, c'est ça ? Non, j'ai pas dit ça. Et puis Judith. Non, parce qu'avant je ne vous connaissais pas, Judith, donc c'était pas mieux. Michael, c'est le meilleur et le pire. On en fait le meilleur et le pire. Bien sûr, bien sûr. Alors, chers auditeurs, dans pas très longtemps, dans quelques instants, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Le sujet du jour, on vous le rappelle, c'est aussi la question qu'on vous pose sur Twitter. N'hésitez pas à aller voter. Pouvoir d'achat, sur le pouvoir d'achat, l'inflation, puis l'enquête de l'INSEE. Dans quel domaine les prix vous semblent-ils les plus exagérés ? Alors, on vous propose... les 4 grands thèmes qui coûtent cher. Alimentation, 60%, logement, 29%, transport, 6% et santé, 5%. Ça, c'est la consultation de nos auditeurs. Voilà. Qui continue, alors. Oui, bien sûr, n'hésitez pas à voter, puis surtout à nous appeler aussi au 0826 300 pour réagir sur Sud Radio. C'est aussi votre radio. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h30 sur Sud Radio, c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. C'est normal, vous êtes avec moi. Oui, d'accord. Avec nos éditorialistes aussi. Il y a Philippe Bilger, il y a Catherine Evrard, Michael Sadoun, et puis notre invité, Sylvain Bersinger, qui est chef économiste au cabinet Aster.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Oui, un invité puisque nous allons poser la question. Cette question qui vous intéresse tous, qui nous intéresse tous, l'inflation, le pouvoir d'achat. Le gouvernement se pose en défenseur du consommateur. On nous dit que le prix du baril du pétrole baisse, mais pourtant tout paraît incroyablement cher. D'où la question du jour. Parmi les principales dépenses des ménages, dans quel domaine les prix vous semblent-ils les plus exagérés? Ou est-ce que finalement, peut-être l'État ou peut-être d'autres, s'en mettent trop plein les poches? 4 possibilités: le logement, les transports, la santé, l'alimentation. Ce sont les 4 thèmes qui coûtent les plus cher. C'est l'alimentation qui gagne, hein. On est à 60%, et puis le logement juste après à 29%. Pour le transport et la santé, c'est moins les préoccupations de nos auditeurs, hein. Sylvain Bersinger, on va commencer par l'alimentation. Quand les auditeurs de Sud Radio disent oui, on exagère, oui, il y a de l'exagération sur l'alimentation. Alors le terme d'exagération, c'est pas trop un terme qu'on emploie en économie parce que il est assez subjectif en fait. Donc on est dans l'émotion, nous. Oui, voilà. Mais moi j'essaie justement de rester l'économiste un petit peu froid et peut-être un petit peu terne. Mais justement, la science lugubre, comme on dit. C'est son surnom. Moi je serai l'affectif, vous serez la raison. Parfait. Voilà. Parfait. Non, vous dites l'alimentation. Voilà, je sais pas si le terme exagéré convient parce qu'il faudrait regarder les marges des entreprises. Ce serait ça en fait l'exagération. Oui. Et ce qui est un petit peu compliqué sur les marges, alors c'est vrai qu'elles sont élevées, mais ce qu'il faut voir, et elles ont un peu augmenté d'ailleurs récemment, mais elles avaient un peu baissé avant. Donc c'est une analyse qui est un petit peu compliquée parce qu'elles ont un peu fait le yo-yo, donc on peut y voir un peu ce qu'on veut. Mais ce qui est vrai, c'est que les marges des entreprises, il y a 1 an ou 2, beaucoup d'économistes, y compris moi-même, on s'attendait plutôt à ce qu'elles soient plutôt à la baisse. Et en fait, elles se sont, on va dire, globalement maintenues, voire légèrement rebondies. Et là, il y a un peu une surprise. Et si c'est une tendance qui devenait effectivement durable, d'ailleurs, Benoît Cœuré, le président de l'autorité de la concurrence, l'a dit. Il a dit, voilà, c'est quelque chose qu'on a dans le viseur, parce qu'il est possible qu'il y ait quelques ententes, peut-être des secteurs où il n'y a pas assez de concurrence, etc. Donc, en cela, il peut y avoir un peu, effectivement, entre guillemets, d'exagération, même si j'aime pas trop le terme. Après, pourquoi est-ce que les prix ont augmenté beaucoup dans l'alimentation? On est autour de 14% d'inflation en glissement annuel. Tout simplement parce que l'alimentation, c'est beaucoup d'énergie pour faire de l'alimentation et que l'énergie a flambé. Je veux dire, il y a 1 an, le prix du mégawattheure était à 300 €, pardon, il avait été multiplié par plus de 10. Donc, cette inflation, c'est pas juste de l'exagération de distributeurs qui s'en mettent plein les poches. Il y avait une vague inflationniste mondiale. On pouvait le comprendre. Voilà, il y a une logique derrière. Là, maintenant, c'est plus compliqué. Oui, d'ailleurs, Philippe Bilger, vous avez envie de réagir au propos de notre invité Sylvain Bersinger. Oui, mais je vais réagir comme un profane réagit aux propos très compétents d'un invité qui connaît bien le sujet. Moi, je comprends totalement le classement, si je l'ai bien saisi, que donnent les auditeurs. Hier, on a traité votre sujet sur le plan européen. Aujourd'hui, vous l'avez transféré sur le plan national. Moi, je conçois bien pourquoi l'alimentation est évidemment le poste qui préoccupe le plus les Français, parce que c'est celui qui induit immédiatement l'impact sur la vie quotidienne. Le logement aussi, c'est considérable dans des charges, et les autres, transports et santé, apparemment pèsent moins. Mais il faut distinguer, et là je demande évidemment l'avis des personnes compétentes, il y a à la fois la certitude de l'augmentation de certains produits et de certains secteurs et la manière dont parfois on les perçoit. J'ai parfois l'impression que le citoyen perçoit une augmentation qui n'est pas aussi effective qu'il le pense. Est-ce que cette distinction entre la perception et la réalité n'est pas un petit souci? Philippe Bersinger, oui. Sylvain, Philippe, je l'ai bien connu aussi. Ouais. C'est pas Rémi André non plus. Non, je crois que vous avez raison, mais c'est un peu l'esprit humain. On a toujours des biais. D'ailleurs, il y a une branche d'économie qui s'appelle l'économie comportementale qui analyse ça. Et on a toujours le cerveau humain est ainsi fait qui surpondère les mauvaises nouvelles et qui sous-pondère les bonnes. Il y a des études qu'on constate, qui ont été faites dans plein de pays à plein d'époques différentes, avec plein de populations différentes, qui montre que, pas que sur les prix, mais surtout, mais y compris les prix, le cerveau humain retient 3 fois plus les mauvaises nouvelles que les bonnes. Donc c'est vrai qu'on a ce... Comme les algorithmes d'ailleurs.
Peut-être, je ne connais pas les algorithmes, mais voilà, c'est sûr qu'on a un biais de perception qui nous fait retenir plutôt les mauvaises nouvelles, ça vous avez tout à fait raison. Catherine Evrard, est-ce que vous pensez donc, comme dit Philippe Bilger, qu'il faut distinguer la certitude de l'augmentation et la manière dont elle est perçue en fait? Non, moi j'ai une question à l'économiste, mais qui n'est pas tout à fait celle-là. Sylvain Est-ce que Bersinger, c'est si notre intéressant que ça de regarder annuellement l'inflation? Est-ce qu'il ne faudrait pas la regarder mois par mois? Parce que sur un an, ça baisse ou ça monte très peu, entre parenthèses, ça baisse très peu, alors que si on regardait tous les mois, on aurait peut-être une tendance plus intéressante. Mais c'est une question. Hein. Non, vous avez raison, en fait, c'est vrai que le chiffre qu'on prend habituellement, c'est l'inflation en glissement annuel, c'est-à-dire les prix, là le dernier chiffre c'était juin 2023 par rapport à juin 2022. Mais vous avez raison, ça c'est la mesure standard, on peut en regarder d'autres. Alors moi je ne suis pas partisan de la mesure mensuelle, parce que d'un mois sur l'autre, on a des fortes variations qui peuvent être dues à tout un tas de choses, et ça fait ce qu'on appelle du bruit, donc je ne suis pas très partisan de attendre un an quand même. Alors, il y a d'autres économistes, moi je suis beaucoup Paul Krugman, un économiste américain. Chaque mois, hein. Oui, c'est mesuré chaque mois, mais la mesure standard, c'est une mesure en glissement annuel, c'est-à-dire sur une année. Mais sur 6 mois, ça peut être intéressant aussi. En fait, vous avez raison, on pourrait prendre d'autres éclairages. Après, quand même, sur un an, on a une tendance qui est quand même intéressante. Et même si vous avez raison, si on prenait par exemple plutôt sur 6 mois, plutôt d'autres mesures, on pourrait avoir d'autres éclairages, mais les tendances de fond qui se dégagent sur un an, on perçoit quand même la tendance lourde, on la perçoit quand même bien avec cette statistique. Bon, j'aimerais quand même, juste Mickaël, j'aimerais qu'on gratte un petit peu, parce que c'est vrai que le temps tourne. Là, on était sur l'alimentation. Je vous donne la parole justement, Mickaël Sadoun, parce que bon, les auditeurs de Sud Radio nous disent oui, surtout l'alimentation, mais quand même, le logement, le transport, la santé. Quand même, oui, allez-y, Judith. Le logement, c'est juste après l'alimentation. Alors, le logement, Mickaël Sadoun, vous, votre ressenti de ces 4 grands thèmes? Sur le logement, moi, je pense, comme beaucoup d'analystes, qu'il y a eu une bulle immobilière qui a été nourrie ces dernières années par une baisse continuelle des taux d'intérêt et par des politiques accommodantes de la Banque Centrale Européenne qui ont maintenu les banques commerciales à des taux très bas, et notamment pour les crédits immobiliers. Pour l'alimentation, je trouve ça plus intéressant, et là je vais m'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit. Je pense qu'il y a eu un abus de la part des producteurs qui ont profité de la hausse des prix importés, notamment par des contextes d'inflation, de la guerre en Ukraine, de la fermeture relative de la Chine, de la reprise post-Covid qui a fait un déséquilibre entre la demande et l'offre. Et je pense qu'il y a eu une indexation prix-prix et non pas une indexation prix-salaire, qui a d'ailleurs été dénoncée dès le début par Michel-Édouard Leclerc, qui a dit les producteurs exagèrent. Et parfois, ceux qui n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine ont augmenté leur prix au détriment, évidemment, du pouvoir d'achat des salariés. Sud Radio, Mickaël, comme les auditeurs de Sud Radio. Sylvain Bersinger, vous pensez qu'ils exagèrent, les producteurs alors? Non, je pense... Alors, sur le secteur agroalimentaire, si on regarde les marges, qui est un peu l'indicateur central, c'est vrai qu'elles ont beaucoup rebondi, mais elles avaient aussi beaucoup baissé. Donc voilà, c'est un petit peu... Il faut voir un petit peu le... Si on regarde sur un an, qu'on équilibre le constat, mais en effet, elles ont quand même profité d'un contexte pour monter leur prix. Non, mais je suis d'accord qu'il y a eu, et c'est ce que je disais au début, il y a l'autorité de la concurrence a clairement dit qui regardait le sujet. Ce qui est vrai, en fait, je crois que la difficulté, c'est que quand on dit les marges de tel secteur, on écrase des différences énormes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des entreprises, à mon avis, qui ont profité, ça ne fait à peu près aucun doute, qui se sont dit, allez hop, il y a un contexte inflationniste, je passe des hausses de prix, je dis à tout le monde que c'est à cause de l'inflation, alors qu'en fait, c'est pas trop le cas. Mais il y a aussi des entreprises pour lesquelles c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour lesquelles les marges ont été comprimées, voire qui ont été en grande difficulté. On avait beaucoup parlé des boulangers un temps, pendant l'hiver, on avait beaucoup parlé des boulangers. Donc je crois que ce qui est complexe dans le contexte actuel, c'est quand on parle de l'économie ou des entreprises, en fait, on masque des différences très grandes. Il y a eu quelques profiteurs, c'est à mon avis indéniable. Il y a aussi des entreprises qui ont beaucoup souffert. Et c'est vrai que la moyenne, lisse tout ça. Oui, et puis quand vous avez une grande surface, vous pouvez gagner quand même ici ou là beaucoup plus facilement qu'un tout petit commerce. Oui, alors la question grande surface, petit commerce, je dirais entre guillemets éternelle, c'est pas lié au contexte actuel. C'est pas lié à la question, et je reviens à ce terme du début, exagération. Bon, et donc on est bien d'accord, on exagère un petit peu quand même sur la nourriture. Bon, ça c'est votre côté quand même fin gourmet. Et sur les transports alors, même si c'est pas le sujet préféré de nos auditeurs, mais quand même il y a un problème de ressources globalement, Philippe Bilger. Les transports, en tout cas dans les domaines dont je suis un usager, sur le plan ferroviaire, c'est hallucinant. Je me souviens d'une période où on pouvait aller à Annecy à des tarifs raisonnables en train. Dans votre belle famille. Ça a pris des proportions délirantes. À cause du yield management, excusez-moi de prendre des termes anglo-saxons. Alors, expliquez-nous ce que c'est déjà pour nos auditeurs. Le yield management, c'est jusqu'au dernier moment, on monte ou on descend le prix en fonction de la demande. Et ça, on ne l'avait pas avant. Ça veut dire que l'aérien
vous remarquerez que dans la même plus journée... il y a de demande, plus c'est cher, quoi. Ben voilà. Non, mais dans la même journée, vous réservez un billet, vous allez passer du simple au double. Bien sûr. C'est ça. Et les hôtels, l'hôtel maintenant, Il faut faire de la navigation privée pour éviter ce genre de choses, je crois. Sylvain Bersinger, est-ce que cette question du transport n'est pas finalement la plus politique? Est-ce que ce n'est pas le domaine sur lequel les politiques peuvent le plus agir? Alors, je pense qu'en fait, le transport, il y a plusieurs sujets. On parlait du ferroviaire, il y a aussi le prix du carburant, il y a beaucoup de sujets. Sur le ferroviaire, c'est vrai qu'il y a globalement les prix augmentent, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avec le TGV, on va aussi plus vite. Donc, quand l'INSEE mesure l'inflation, c'est une inflation à qualité constante. C'est-à-dire que si vous faites, mettons, un Paris-Lyon en 2 heures au lieu de 4, c'est normal aussi que ça coûte pas le même prix. Donc, ce qui rend ça fait bien longtemps qu'on ne le fait plus en 4 heures. Je prenais cet exemple-là, mais sur d'autres lignes LGV. Donc, voilà, ce qui est un petit peu compliqué là-dessus, c'est qu'il faudrait essayer de raisonner à qualité constante, ça complexifie un petit peu les choses. Moi dans les mesures anti-inflation, par exemple, le gouvernement avait mis beaucoup d'argent sur le bouclier énergétique. Moi, je pense qu'une mesure qui aurait pu être plus intéressante, c'est ce qu'ont fait les Allemands et les Espagnols aussi, je crois, sur les billets de train, par exemple. Parce que là, si on subventionne les billets de train, on subventionne un mode de transport décarboné. Donc écologiquement, ça a de la pertinence. C'est un mode de transport, alors pas trop le TGV, mais les trains de proximité qui est aussi pris par les classes moyennes, les classes populaires. Donc voilà, je pense que sur le transport, on aurait pu faire un peu plus. Je pense que là, le gouvernement... Sur le TGV, justement, le gouvernement ne donne pas d'aide alors qu'il le fait sur le reste du réseau. Comment ça se fait? Parce que le gouvernement n'a plus d'argent à donner. On est déjà à un taux d'impôt record qui va très certainement encore augmenter parce qu'ils ont besoin de financement et qu'ils ne peuvent plus trop passer par les marchés financiers parce que ça devient trop cher. Moins. Ah pas moins. Le taux marginal de la dette française, il a plus que doublé. Oui et non, parce qu'il a augmenté, il est à 3%, mais vu que l'inflation est plus élevée, le taux réel, il est resté à moins 2, donc je serais un peu... Ah oui, d'accord, mais le taux réel aussi a varié. Le différentiel est pas le même, et en plus, on peut compter sur peut-être une baisse de l'inflation prochainement, donc ça va faire monter le taux réel très certainement. On prend le TGV, on fait un Paris-Valence. Mais attendez, justement, on a nos auditeurs qui nous appellent, d'ailleurs appelez-nous au 0826 300 300, n'hésitez pas à réagir. Là, c'est Laurent qui nous appelle de Valence. Et vous, Laurent, les prix les plus exagérés pour vous, c'est tout ce qui est autour du logement, en fait. Alors oui, ça c'est vrai, c'est vraiment ce qui est exagéré. Mais je suis d'accord aussi avec vos invités, les vraies voix. Le train, et Philippe, c'est Philippe, je crois, qui parle de ça, a tout à fait raison de le dire, parce que moi j'ai pris un aller et j'ai vu une dame qui a pris un aller, et moi je suis passé après elle, elle a pris un aller retour Paris-Valence, elle a quand même payé 199 €. Incroyable. En deuxième classe ou en première? En deuxième classe. En deuxième classe. Oui. Il vaut mieux prendre un vélo à ce moment-là. Non, mais attendez. Parce que quand vous voyez, non seulement le prix augmente, mais quand vous voyez l'intérieur des TGV, on peut pas dire que c'est... oui, c'est confortable, mais bon... Alors, il y a quand même un TGV low cost, en l'occurrence, c'est le Ouigo. Est-ce que les tarifs sont moins chers Oui, c'est moins cher, mais c'est quand même 49 €. Ouais. Bon, mais ça, c'est éminemment politique, Sylvain Bersinger. Au lieu de taxer, si on incite, ça, c'est une vraie politique. Vous parliez des Allemands, des Espagnols. Nous, on dissuade, on n'incite pas, c'est le problème. Alors, on n'incite pas, oui et non. Après, il faudrait regarder un petit peu au cas par cas. Mais bon, sur la question du TGV, alors je suis content qu'il y ait un auditeur de Valence, parce que je suis natif de Valence et je connais bien le TGV Paris-Valence aussi. Donc, il n'y a pas de souci. C'était la journée de Valence. Je prends souvent les billets sur les vacances et je sais qu'ils sont pas donnés. Non, ce qui est vrai, mais sur le TGV est un petit peu victime de son succès. C'est-à-dire que la SNCF a clairement dit sur cet été, ils ont du mal à trouver suffisamment de trains pour tout le monde. Donc, si on raisonne bassement en économie, l'offre et la demande, quand il y a plein de gens qui veulent prendre le TGV, le prix augmente. Donc, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas assez de trains? Excusez-moi, ça me paraît hallucinant. Alors là, j'admets ne pas être du tout spécialiste du ferroviaire et de la SNCF, donc je ne sais pas trop comment la SNCF gère ses commandes de train. Donc je pense qu'on n'accepte pas les trains étrangers, c'est tout simplement ça. Il y a une ouverture à la concurrence. Catherine Evrard, vous préféreriez finalement que l'ouverture du marché soit plus effective? J'aimerais mieux qu'il y ait de la concurrence, parce que je trouve ça sain.
à tout point de vue. Mais Ouais. bon, Mickaël Sadoun, vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas nécessairement d'accord. La concurrence n'a pas fait beaucoup de bien au marché énergétique français en particulier. Mais bon, je passe sur ça. Je pense qu'il y a eu aussi un gros déport, je pense, des gens qui prennent moins l'avion et qui prennent le train. En effet, ça a déséquilibré l'offre et la demande et le prix du train a monté très naturellement. Sylvain Berchin, j'ai l'impression que derrière vos réponses, vous n'êtes pas loin de trouver que le citoyen exagère un peu lorsqu'il trouve que la vie augmente. Non. Je vous sens très mesuré, très modéré. Est-ce que c'est parce que vous êtes riche? Les économistes sont riches, évidemment. Le panier de la ménagère, ça ne doit pas lui parler tous les jours. J'essaie de regarder les chiffres officiels avec un peu de froideur. Et les chiffres INSEE disent clairement qu'en 2022, il y a une baisse du pouvoir d'achat. Alors une petite baisse, je crois que de mémoire c'est 0,5% en unité de consommation. Mais donc il y a sur le fait que les Français disent les prix ont augmenté plus vite que mon salaire, de toute façon c'est dans les chiffres INSEE. Donc il n'y a pas de je ne veux pas essayer de dire quoi que ce soit d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi parfois garder raison quand on dit l'exagération des prix, l'explosion d'un tel ou d'un tel. Bon. Je crois qu'il ne faut pas non plus céder à une forme de... Quand même, quand il y a une inflation alimentaire à 7 ou 8% là, en glissement annuel en juin, et que la revalorisation... on est plus sur 14. Là, en juin 2023, j'ai vu 7-8%. Bon, je ne sais pas. Et qu'il y a une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5%, il y a quand même une énorme différence, je trouve. Mais on n'a pas parlé du métro, du pass Navigo qui a augmenté de 11,8%. Alors ça c'est pour les Parisiens, mais les Lyonnais aussi qui ont le métro, les Marseillais... J'ai quand même, pardonnez-moi, une question, et profitons de la présence de Sylvain Bersinger. C'est quoi cette histoire de prix du baril du pétrole qui baisse et notre essence qui est toujours aussi chère? C'est plus cher en France aujourd'hui que... Là encore, c'est un choix politique, Sylvain. C'est surtout à Paris que c'est cher. Sur les carburants, évidemment, il y a des taxes importantes sur les carburants. Quand on fait le plein, alors je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça doit être à peu près 2/3 ou 3/4 de taxes, grosso modo. Après, ce qu'il faut aussi voir, là-dessus, on a un peu une dichotomie, c'est-à-dire que quand on paye des impôts, on râle tous, quand il faut avoir des services publics, on en veut tous plus. Donc on a toujours un petit peu ce côté, on aimerait avoir jamais d'impôts, jamais de TVA. Le problème, c'est que les deux correspondent de moins en moins, en fait. Il y a beaucoup d'impôts et un service public qui se dégrade. C'est aussi ça, quand même. Non, mais c'est encore un autre débat. Moi, je ne suis pas expert de l'organisation du service public. Mais sur vous avez dit que ça ne serait pas simple, avec Mickaël Sadoun, Catherine Evra et Philippe Bilger, c'est pas simple. Il faut que ça soit compliqué, mais non... Sur l'essence, il y a des taxes importantes. Et moi, je sais que c'est un point de vue pas très populaire. Je suis plutôt favorable à une fiscalité lourde sur les carburants pour des raisons avant tout écologiques. Enfin, il faut aussi mettre ce facteur-là dans l'analyse. Même si, je viens de la province profonde, je sais que pour des gens, c'est un vrai coût. Oui, puis dans les grandes villes, excusez-moi de vous couper la parole, par exemple Paris, il y a de moins en moins on peut plus en trouver. On n'a plus donné de concessions. Moralité, les gens qui sont à Paris et qui ont des stations essence exagèrent. Je peux vous dire, il n'y a pas plus cher qu'à Paris. Bon, et là où je suis déçu, c'est que vous n'avez pas parlé beaucoup du logement. Ça a été évoqué, mais quand même, quand on enlève le prix d'un loyer pour un ménage, c'est incroyable. Et je crois aujourd'hui qu'il faudrait quand même que les gens puissent se loger décemment sans que ça coûte aussi cher. Moi, j'étais déçu que vous... D'ailleurs, je quitte l'émission. Vous m'avez dit. Mais non, restez là, ne vous en allez pas. Non, c'est intéressant. D'ailleurs, ça va être compliqué de faire le point Tour de France juste après si vous êtes parti. Parce que moi, je suis on approche là. C'est dans pas longtemps. Là. On remercie Sylvain Bersinger. Merci beaucoup Sylvain Bersinger. Je rappelle que vous êtes chef économiste au cabinet Aster. Merci de votre venue aujourd'hui dans les vraies voix de l'été. Eh bien, chers auditeurs, on va se retrouver juste après. Vous avez bien compris pour le point sur le Tour de France. À tout de suite. Et oui, on revient sur la 11e étape du Tour de France entre Clermont-Ferrand et Moulins. Victoire aujourd'hui de Jasper Philipsen. Merci, cher Frédéric, avec notre consultant Pascal Chanteur. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et tous. Et Frédéric, t'inquiète pas, je te logerai Oui, alors pour tout vous dire, chers auditeurs, on ne dit pas où habite Pascal, mais en fait, il est quand même dans un très beau département qui serait au numéro du 24, par exemple, en Dordogne. Et c'est vrai que là-bas... On ne dit pas où il habite. Bon, alors Pascal Chanteur, nous avons avec nous, on le rappelle, les vraies voix, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, et puis une grande spécialiste de cyclisme, Catherine Evra, qui connaît tout du Tour de France et qui rend hommage... Elle a des boucles d'oreilles rondes, je tiens à le dire. Et surtout jaune
jaune. Jaune, voilà. J'ai le gilet jaune et rond comme des ronds. Voilà, vous êtes au top. Vous ne pouviez pas faire mieux, Catherine Evra. Bon, nous avons assisté en tout cas aujourd'hui à une étape qui était très prévisible, à savoir c'est arrivé à Moulins, 179 km 800, avec un sprint massif et une nouvelle victoire de Jasper Philipsen. Philippe Bilger. Pascal, quand on voit le sprint, on se demande qu'il y a des chutes parfois, mais c'est hallucinant les risques qu'ils prennent. C'est ma première question, Pascal. Et la seconde, c'est que je comprenne bien, donc lorsqu'on arrive près de l'arrivée, il y a un coureur qui, en quelque sorte, mène le train à toute vitesse. Le poisson pilote. Voilà, pour que le sprinter soit derrière lui et sorte victorieusement au dernier moment. C'est bien ça la règle. Oui, c'est bien cela. Et comme vous l'avez dit, alors la réponse à la première question, les sprinters, c'est un véritable, comment je pourrais dire, d'abord, c'est leur métier. Ils sont coureurs cyclistes, mais ils sont avant tout sprinters. C'est des coureurs qui ont des fibres très rapides, qui leur permet, eh bien, un peu comme en athlétisme, de faire le 100 mètres. Et en l'occurrence, pour répondre à la deuxième question, c'est un vrai travail d'équipe où vous avez quelques équipiers qui sont là et qui connaissent exactement leur mission. Vous avez le premier lanceur, le deuxième lanceur et le dernier lanceur. Pour lancer le sprint afin que le sprinter puisse faire les 150-200 derniers mètres pour la victoire. En rappelant, Pascal, en rappelant une règle précise, c'est que si vous êtes derrière quelqu'un, vous êtes donc à l'abri du vent et vous faites 40% d'efforts en moins. C'est voilà. sur toute cette donnée finalement que se base le travail d'équipe. Mickaël Sadoun. Non, moi je vais poser une question de néophyte. Mais il faut l'assumer. Allons-y. Mais quelle serait pour vous l'étape la plus difficile et l'étape la plus facile sur ce Tour de France-là? Est-ce que c'est devant nous ou derrière nous? Exactement. Non, c'est Saint-Gervais-Mont-Blanc-Courchevel, l'étape de mercredi 19 juillet. Cette étape, elle va être dantesque. C'est une étape qui fait 165 km. Wow. Et sur lesquels il va y avoir 5 ascensions. Impressionnant. 5 ascensions avec un col de la Lose qui est un col où ils n'ont jamais effectué la descente parce que ça va être, l'arrivée sera après le sommet du col de la Lose. Donc ça va être une étape très difficile, en sachant que la veille ils auront fait un contre-la-montre individuel où en général les coureurs se mettent à plus de 100% de leur capacité. Et là je parle pour les coureurs qui jouent le classement général. Donc ça va être une véritable étape charnière de ce Tour de France 2023. Et tenez-vous bien Pascal, mercredi prochain nous aurons et Catherine Evrard et Mickaël Sadoun dans l'émission. On tente la question, Catherine? Spécialiste du vélo. On rentre en vélo. J'ai un très beau vélo d'ailleurs, je parlerai un jour. Moi j'ai une question, est-ce que le résultat ou la réussite est directement lié au sponsor? Ah, si on investit, c'est une chef d'entreprise, Pascal, qui pose la question. Moi, j'ai besoin de savoir, parce que de temps en temps, plus on met de fric derrière un voileux, par exemple. Alors, Pascal Chanteur, allez-y. Oui, c'est évident. On se rend bien compte que les équipes qui sont en tête au classement général sur les grands tours, c'est les équipes qui ont le plus d'argent, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, tout coûte cher. Et en règle générale, beaucoup de coureurs aujourd'hui font des stages régulièrement en altitude, et ce genre d'investissement, c'est un investissement qui sert pour des résultats, et les coureurs en bénéficient et les coureurs en sont fervents. Donc bien sûr qu'une équipe qui a un partenaire avec des moyens financiers fait qu'on peut acheter des grands coureurs aussi, parce que c'est notre problème nous en France avec les charges et un ensemble de choses qui font que les coureurs coûtent plus cher que pour des coureurs à l'étranger. Donc voilà. Bon. Eh bien, merci Pascal Chanteur. Il est bien, mon Pascal. Oui, il est bien, Pascal Chanteur. C'était un excellent coureur. Un excellent coureur. Vous êtes pas mal aussi, paraît Frédéric Brandel. Non, oui, mais lui, il était professionnel. C'est pas pareil. Et aujourd'hui, Pascal Chanteur s'occupe des intérêts aussi des coureurs français. Il est leur représentant syndical. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, on va passer bientôt aux vraies voix qui entreprennent. Donc, merci à nos vraies voix du jour. Merci bien d'avoir été là, Philippe Bilger.
infiniment. On vous À remercie demain, ma chère infiniment. Judith. À demain, évidemment. Oui, je serai Michael là. Sadoun, merci de votre venue aussi. Merci et beaucoup. de vos propos extrêmement précis et incisifs, c'est n'est-ce pas, gentil. Frédéric Brindel? Oui, On va et de retenir la ces deux perspicacité de Catherine Evrard sur le cyclisme. Moi, vous serez là mercredi prochain. Vous êtes Allez, extrêmement c'est parti. indulgent. Merci cher beaucoup. Frédéric. À tout de suite, chers À tout de auditeurs. suite. À tout de Merci. suite.